vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. On est avec Rémi Villemur et Rémi était un peu comme Mathieu Bock-Côté. Tu as réagi, tu as sursauté en entendant les propos de Bernard Drinville hier à l'émission de Paul Larocque. Oui, bien, Mathieu Bock-Côté qui a écrit une lettre à Bernard Drinville dans le Journal de Montréal ce matin, puis je lisais cette lettre-là, puis je me disais, j'espère que personne n'écrira un jour une lettre à Rémi Villemur dans laquelle il va se retrouver à peu près ce qui se retrouvait dans cette lettre-là. Je rappelle un peu les faits, puis on va faire entendre Bernard Drinville, mais Bernard Drinville, c'est un souverainiste, Bernard Drinville, là. Il y a une vidéo virale sur YouTube où il fait un discours indépendantiste à l'Assemblée nationale du temps qu'il était au Parti québécois, puis ça s'appelle « Pourquoi on devrait faire un pays », puis ça revient 1000 fois dans le discours. Ça date de quand? Quelqu'un a le droit de changer d'idée, d'évoluer. Peut-être, toi, tu vas dire dans le mauvais sens, mais quelqu'un a le droit de changer d'idée. À moi, que quelqu'un devienne fédéraliste, ça me surprend. Je suis correct, là. Je comprends pas ce choix-là, mais sans jugement, je comprends. Mais c'est parce que si tu as deux chaises, puis que tu décides de juste te tasser un petit peu puis de te mettre entre les deux, je questionne ce choix-là. On va faire entendre Bernard Drinville. C'était à Paul Larocque. Ben voyons. Alors, non. On n'a pas besoin de ça d'un référendum. Sais-tu quoi? Ça, c'est l'affaire du passé. On va laisser ça aux libéraux et aux péquistes. Donc, nous autres, on regarde en avant, puis on a un bon programme, puis on fait des bons changements. Puis je pense qu'à un moment donné, les Québécois vont avoir le goût de dire, ils sont pas parfaits, mais sais-tu quoi? Il n'y a personne qui est parfait, puis ça va plutôt bien. Fait qu'on va continuer. Mais je repense à votre réponse. Donc, vous n'êtes plus indépendantiste, là. C'est pas compliqué. Vous n'êtes plus indépendantiste. Moi, je travaille à l'intérieur du Canada pour faire avancer le Québec. Non, regarde, je sais pas, je pense qu'ils n'ont pas de coach en acting là, ou à la CAQ parce que c'était difficile pour Bernard Drinville. Là. Il n'était pas prêt à cette question-là. OK, ça, c'est la position du chef. Là. C'est la position de François Legault, mais c'est pas la position du soldat Drinville. Là. Non. Je rappelle quand même que la CAQ, à la base, là, moi que j'ai mal compris, ça voulait dire quoi, coalition, mais c'était donc une coalition, donc un groupe hétérogène dans lequel se mélangeaient deux types de pensée, fédéralistes, souverainistes. C'est ça qu'on nous avait présenté à l'époque. J'ai quand même pu constater, au fil des ans, qu'il n'y a rien que des fédéralistes à la CAQ. Parce que quand on leur demande la question, quand on leur pose la question, voteriez-vous oui? Est-ce que vous basculeriez de l'autre côté de la clôture? Jolin Barrette, je le soupçonne peut-être d'être un peu séparatiste, ou en tout cas très nationaliste, je sais pas. Mais ces gens-là, si jamais il y a un référentum, s'il y a un référendum, c'est parce que le PQ prend le pouvoir, c'est parce que la CAQ est pas au pouvoir, mais s'il y a un référendum bientôt, il va falloir qu'ils choisissent leur camp. OK, je suis peut-être un radical, là, Richard, mais moi, quand je dis qu'il y a juste des fédéralistes, ça veut dire qu'il y a des souverainistes qui jouent les fédéralistes. Je le sais qu'il y a des souverainistes. Il n'y a pas juste Simon-Jolin Barrette de souverainiste. Bernard Drinville, qu'on vient d'entendre, est souverainiste. Il va voter oui, là, dans l'isoloir. Jean-François Roberge, Mathieu Lacombe, ce sont tous des souverainistes. Mais s'ils font semblant d'être autre chose, pour moi, je suis très binaire dans ma vie. C'est comme, non, mais je tranche, parce que c'est trop compliqué, sinon je vois plus clair, je dois être daltonien, je sais pas trop. Mais pour moi, il y a des fédéralistes et des souverainistes. Puis les fédéralistes, c'est ceux qui disent des affaires de même, OK? Même s'ils sont souverainistes au fond. Puis tu as les souverainistes, ceux qui dédient leur vie à cet engagement-là. Je lisais la lettre de Mathieu Bock-Côté, j'entendais Bernard Drinville et j'avais de la peine pour Bernard Drinville. J'avais de la peine pour lui parce qu'il en mange en tabarnouche des couleuvres. Puis il attend que ça goûte bon. Puis c'est long. Puis ça goûte les couleuvres pas mal. Puis il met de la sauce, puis ça goûte toujours le serpent. Oui, puis... mais il sait qu'il est là pour pas longtemps. Là. Il sait que la CAQ... Oui, mais attends une minute. Attends, le sens de l'histoire, ça existe. Il a dû déjà lire ça, un livre d'histoire, Bernard Drinville. Il sent pas le vent tourner en ce moment. Ben, il regarde les pourcentages d'appui à la souveraineté. Puis je suis désolé, Rémi, mais ça se rend pas de façon incroyable. Là. Bon, ben, je pense que je te l'ai jamais dit à toi sur ce plateau-là. Moi, te le dire, je l'ai dit un peu partout. Le oui était à 33 % en octobre 94. Il est monté à 51. Le référendum a été volé. Fait que le fait que le oui soit à 37-38 en ce moment, à 2-3 ans d'un hypothétique référendum, c'est pas à moi que tu vas faire peur, Richard. C'est pas à moi du tout que tu vas faire peur. Les choses se passent relativement bien, pour ne pas dire rondement pour les souverainistes en ce moment. Et Bernard Drinville a une responsabilité. Un jour, Bernard Drinville, on va taper son nom sur Internet, puis il va avoir un chapitre à la fin sur sa biographie Wikipédia, puis ça va être écrit ce qu'il a le pouvoir de décider tout de suite. Donc, s'il veut jouer dans cette game-là, l'histoire va être sévère à son endroit. L'histoire se rappelle de ces hommes-là. Puis elle se rappelle aussi de ceux qui font preuve d'un courage nécessaire, de circonstances au moment opportun. D'un sujet plus léger. Mais oui. Donc, écoute, parlons de littérature. Les femmes lisent de plus en plus de romans érotiques, d'année en année. Ça te surprend?
Non, mais j'essaie de comprendre pourquoi. C'est Parce ce qu'on que quand appelle on... un peu, c'est pas ça le dark romance? Ben, ça vient-tu avec la mode des 50 Shades of Oui, Grey? ben, c'est ça. Ça date déjà de plusieurs années. Ouais, mais là, attends une minute, là, je te colle pour toi. De 2024 à 2025, en pourcentage, d'après toi, l'augmentation, ça ressemble à combien? Pas 20%. 55 Wow. Mais non, mais ça y va par là, OK? Ça y va par là. Et on a demandé, le Toronto Star a posé la question à quelques femmes, pourquoi lisez-vous de plus en plus de romans érotiques? Et les explications sont fascinantes. On y va de, c'est de plus en plus accessible. Il y a on s'est décomplexé. C'est-à-dire, avant, c'était gênant d'arriver à la caisse puis de te montrer ça. Tu passais à autre chose. Tu passais à l'almanach. Là, tu dis, il n'a pas vu. Mais là, tout le monde fait ça. Mais il y a une explication qui est venue d'une femme. Moi, ça m'a vraiment fasciné. Elle a dit, nous, on aimerait ça vivre des affaires qu'on ne pourra pas vivre dans la vie réelle. Donc, on les vit dans les livres. Et là, je dis, c'est là que les gars, vous devriez vous pointer puis dire, on a peut-être une responsabilité. Si vos blondes lisent des affaires, pareil, parce qu'elles ne pensent pas qu'elles pourraient vivre ceci ou cela dans votre relation, à quoi servez-vous, les boys? Peut-être que la clé, c'est le Clubel. Non, mais tout est dans tout. Si tu permets l'intervention, Rémi, parce que moi, je suis entouré de femmes, dont ma copine, là, qui lisent de ce genre de littérature-là, c'est parce que ça s'est diversifié. En avant, on avait des trucs un peu à l'eau de rose, puis un peu osés, puis c'était des fois un peu historique. C'est parce que maintenant, c'est le romance fantasy, ce qui est appelé communément le smut, okay? Dans le terme, en termes de livres, c'est très popularisé par TikTok, puis c'est souvent de la fantasy, là. T'as des elfes, des ogres, des affaires de même, puis là-dedans, dans ces scénarios-là, il y a toujours quelque chose d'un peu cochon. Puis c'est toujours là-dessus. C'est pas une blague, là. OK, regarde, je la stoule parce qu'elle est fière de ça. Jessica Giroux, avec qui on travaille, c'est une des plus grandes dévoreuses de ce genre de littérature-là que je connaisse. Elle en parle fièrement. Elle alimente la communauté TikTok même avec ça. Puis ça connaît ça, un très fort engouement. Les livres comme Fort Wing, Court of Thorn and Roses, ça se vend comme des petits pains chauds. Mais écoute, ce qui m'étonne, parce que si, mettons, je vais être titillé érotiquement, je vais aller regarder de la porn. T'es un gars, toi. Je vais aller regarder de la porn. Je lirai pas, là, il lui prie l'entrecuisse, puis tout ça. Je veux dire, ça me titille pas plus que ça, là. Oui. Si je veux être vraiment excité, mais t'es tu un regardes homme. la vraie affaire. T'es un homme, t'es une brute, toi. Toi, tu regardes, faut que c'est une vidéo. Toi, c'est ça te suffit, mais les filles, c'est un peu plus subtil que ça. Faut leur raconter des histoires. Pour l'érotisme, il faut que ça passe par les yeux, moi. Faut que ça passe par les yeux. Ah ben, je suis pareil que toi. Moi, je veux dire, je pourrais lire un roman érotique que ça lèverait pas, là. Il faudrait que je m'entretienne ailleurs. Mais tu sais, les filles, c'est différent. Et évidemment, Alex, la fille qui veut coucher avec un ogre, elle retrouvera ça jamais dans sa vie de tous les jours, effectivement. Voilà. Mais il y a peut-être des scénarios qui sont réalisables. Là, c'est de ces scénarios-là dont je parle en ce moment. Les gars, ouvrez donc un livre, allez voir ce que votre blonde a lu. Les gars, inquiète-toi pas. Les gars, souvent, c'est des étalons. Puis une fois qu'ils sont avec la blonde à la maison, ça devient des petits poneys. Ah, ça devient la télévision, la bière, le lazy boy, puis tout ça. Puis la fille dit, il me semble qu'il était pas comme ça quand je le courtisais. Alors, Patrick Huard dirait, mais c'est toi qui m'as rendu de même. C'est toi, tu m'as pris comme étalon. Après ça, tu m'attachais avec une corde autour d'un petit bâton. Puis après ça, tu chiales que je suis rendu un petit poney. Mais tu m'as transformé en petit poney. Ça, je sais pas. C'est-tu le gars lui-même qui se transforme en poney ou la fille? Patrick Huard te dirait aussi qu'il y a du charme dans la femme ordinaire. Tu te rappelles de son fameux sketch sur la femme ordinaire. Donc, la femme ordinaire est capable de tout, y compris de le faire rêver. Non, mais les gars ont une responsabilité. Là, ça se fait à deux, cette histoire-là. Lire le livre de ces blondes, je recommande, messieurs. Je recommande. C'est vrai, lisez ça. OK, demain, tu nous donneras des titres. À la réalisation, la mise en onde de Sébastien Laperrière. Merci beaucoup. À la recherche, nos deux geeks, Max-Émile Sayer et Alexandre Moranville-Wallet. À la mise en ligne, l'homme à la voix testiculaire. Fred Bastien, le gardien du temps. Impitoyable. Olivier Guillet et l'impeccable Stéphanie Villeneuve. Merci à Waydon, toi. Hey, je vous montre ça vite. Je voulais vous montrer le gagnant du Nikon Comedy Wildlife Awards qui prend les photos les plus drôles de nature de l'année pour la récompense. Et celle-là, ça s'appelle le gorille qui fait un high five avec son pied. C'est un photographe britannique qui a trouvé tout ça au Rwanda. Il y avait des gorilles qui faisaient des acrobaties et celui-là, pour sa caméra, s'est mis à virevolter, faire des pirouettes. Et sur cette photo, qui a gagné cette année, il fait un high five avec son pied. Merci d'écouter Cube et le 99.5. On se reparle demain 3h.